Comme on dit, le catch a toujours été le monde des géants. Depuis toujours, ce sont ces grandes forces dominantes et imposantes qui éclipsent leurs adversaires. Cependant, peu d'entre eux ont été aussi intimidants que les Brothers of Destruction ou le légendaire André le Géant. Jetons donc un coup d'œil à ces catcheurs monstrueux auxquels les fans n'ont jamais vraiment adhéré. Commençons par The Great Khali. Depuis le moment exact où un Khali de 2 mètres de haut a fait ses débuts spectaculaires à SmackDown et a attaqué l'Undertaker, il y avait vraiment de quoi se réjouir. Et comme la toute première apparition de Khali a eu pour cible nul autre que le Deadman, cela l'a immédiatement catapulté dans une rivalité de haut niveau, ce qui a montré à quel point la WWE était prête à le pousser. Mais après avoir battu l'Undertaker et être devenu champion du monde des poids lourds, Khali s'est rendu compte à quel point il était négligent sur le ring. Et comme l'attrait de Khali reposait en grande partie sur sa taille, une fois le choc initial de son apparition passé, ses actions ont commencé à chuter. Même ses promos étaient rares en raison de son accent prononcé et de son anglais limité, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas transmettre l'intimidation psychologique. C'est ainsi qu'en un rien de temps, Khali est passé du statut de heel monstrueux à celui de Punjabi Playboy. Il est devenu babyface et son thème musical est passé de menaçant à exotique. Il a commencé à exécuter des danses maladroites lors de son entrée en scène et donnait chaque semaine un gros baiser sur les lèvres d'une fan consentante. On est loin de l'homme qui a remporté une victoire inoubliable sur l'Undertaker. Le suivant sur notre liste est Lars Sullivan. Même si, de nos jours, Sullivan est plutôt une figure oubliable, il convient de mentionner que la WWE a un jour eu les yeux rivés sur lui pour en faire la prochaine grande vedette. Lorsque Lars Sullivan a été appelé à rejoindre le roster principal fin 2018, il était déjà une machine à détruire à NXT. Et on s'attendait à ce qu'il en soit de même lors de son passage sur la marque rouge. Après de nombreux retards, ses débuts ont finalement eu lieu en avril 2019 à Rio, où il a attaqué Kurt Angle, et dans les semaines suivantes, Sullivan a continué à décimer des stars comme Rey Mysterio, The Hardy Boys et R-Truth. Mais comme vous vous en souvenez peut-être, peu de temps après ses débuts, Sullivan a été exposé sur les réseaux sociaux pour des messages racistes et homophobes passés, ainsi que pour avoir fait des commentaires provoquants sur Stephanie McMahon. Même si la WWE lui a infligé une amende et qu'il s'est excusé publiquement, il a été immédiatement retiré de la télévision. Cependant, même avant cette controverse, Lars Sullivan n'est jamais devenu le catcheur menaçant qu'il était censé être. L'arc de son personnage consistait principalement à attaquer au hasard des babyface, ce qui avait déjà été fait auparavant par de nombreux géants heels. Ces controverses, combinées à une soudaine blessure au genou, ont mis un terme à sa carrière, et lorsque Sullivan est revenu à la WWE fin 2020, après une longue absence, la WWE a essayé de relancer son élan avec plus de destruction et des vignettes qui le dépeignaient comme un individu endommagé, libérant sa douleur sur les autres. Mais quoi qu'il en soit, il n'a jamais réussi à se montrer vraiment intimidant. Passons maintenant à la seule femme de notre liste, Karma. Avant de faire ses débuts à la WWE en 2011, Karma a connu son plus grand succès à la TNA sous le nom d'Awesome Kong. Et c'est là qu'elle est devenue une force dominante. Du haut de son 1,80 m et de ses 125 kg, Awesome Kong ne ressemblait pas à la plupart des autres catcheuses, qui étaient généralement minces et 2 fois plus petites qu'elle, et elle a rapidement attiré l'attention de la WWE. Après WrestleMania 27, des vignettes effrayantes ont commencé à être diffusées, montrant une femme en train de démembrer des poupées, et, quelques semaines plus tard, à Extreme Rules 2011, Karma a fait ses débuts et a attaqué Michelle McCool. Semaine après semaine, elle interrompait les matchs des divas, battant sans effort toutes celles qui se trouvaient devant elle et s'imposant comme une monstrueuse heel. Mais soudain, la carrière de Karma à la WWE a été interrompue 1 mois seulement après ses débuts, lorsqu'elle a annoncé dans un segment émotionnel à Raw qu'elle était enceinte et qu'elle prendrait du temps pour s'éloigner de la WWE. Ce temps limité signifie qu'elle n'a pas eu l'occasion de construire l'élan nécessaire pour s'imposer comme une force terrifiante aux yeux des fans.
Néanmoins, lorsque Karma est finalement revenu plus d'un an et demi plus tard lors du Royal Rumble 2012, devenant ainsi la 3e femme à participer à l'événement masculin, il semblait qu'elle reprendrait là où elle s'était arrêtée. Cependant, elle a été libérée 6 mois plus tard. À l'époque, Dave Meltzer avait donné un aperçu du départ de Karma, déclarant « La situation avec Karma est qu'elle s'entraînait en Floride pour revenir. Mais on lui reprochait de ne pas être en forme, d'être difficile à travailler et d'être réfractaire aux suggestions de changement de son personnage. Elle avait perdu du poids. Que vous le connaissiez sous le nom de Mabel, Viscera ou Big Daddy V, Feu Nelson Frazier était un grand nom au milieu des années 90. Pesant près de 220 kilos, Mabel avait la capacité de divertir les masses, mais n'a jamais réussi à devenir un personnage redoutable. Sous le nom de Mabel, il a commencé sa carrière à la WWE au sein de l'équipe colorée et énergique Men on a Mission. L'équipe a rapidement gagné en popularité grâce à ses pitreries, mais lorsque Mabel est devenue heel et a remporté le King of the Ring 1995, la WWE a tenté de le repositionner en tant que plus grand heel de la compagnie. Mais Mabel était manifestement un catcheur négligé qui avait tendance à blesser ses adversaires. Ses matchs étaient souvent lents et ne contribuaient guère à créer l'aura d'un monstre menaçant. Après un match désastreux contre le champion de la WWE, Diesel, à SummerSlam 1995, il n'est plus en mesure de jouer les premiers rôles. La WWE l'a même rebaptisé Viscera lorsqu'il a rejoint le Ministry of Darkness de l'Undertaker, bien que son rôle dans la faction ait été secondaire. Des années plus tard, il est à nouveau présenté, cette fois en tant que World's Biggest Love Machine. S'alliant à Trish Stratus, il s'est battu contre Kane et Lita, livrant quelques segments divertissants alors qu'il tentait de séduire Trish. En raison de ses changements constants de gimmicks au fil des ans et de sa piètre carrière sur le ring, qu'il a vu blesser accidentellement des catcheurs comme l'Undertaker et Diesel, Mabel est toujours apparu comme peu convaincant. Le suivant sur notre liste est Omos, qui, bien que pressenti pour devenir la prochaine grande force destructrice, n'a pas vraiment été à la hauteur de l'engouement qu'il suscite. Pour la petite histoire, avant même que le géant nigérian ne fasse ses débuts officiels à la WWE, des images de ses matchs en house show sont devenues virales en raison de sa stature stupéfiante de 2,21 m. Un an plus tard, en 2020, Omos a été présenté comme le portier du Raw Underground de Shane McMahon avant d'être aligné avec AJ Styles comme son homme de main géant. Lors de sa première apparition à Raw, en tant que garde du corps de Styles, il était clair qu'il devait être le Diesel du Shawn Michaels de Styles. Bien sûr, c'est AJ qui a porté le plus gros de la charge dans ce duo, étant donné son statut de meilleur catcheur de tous les temps. Omos a eu sa chance lorsqu'il a fait ses débuts dans le ring à WrestleMania 37, où AJ Styles et lui ont remporté le championnat Rio Tag Team aux dépens des New Day. Bien qu'il se soit ensuite battu avec des vétérans comme Bobby Lashley et Brock Lesnar, on ne l'a que rarement vu à la télévision. Et ce, pour de nombreuses raisons, l'une d'entre elles étant qu'au-delà de sa taille et de sa puissance, il n'y a pas eu beaucoup de profondeur ajoutée à son personnage pour le rendre monumental. Même la WWE a souvent manqué de cohérence dans la gestion d'Omos, et chaque fois qu'il a été placé dans des matchs importants, c'est souvent lui qui a effectué le tombé. À cela s'ajoute le fait que les compétences d'Omos dans le ring sont essentiellement définies par sa taille. En revanche, le public de la WWE s'est habitué à voir des géants capables de se déplacer rapidement et de réaliser d'impressionnantes prouesses athlétiques. En comparaison, le personnage plus traditionnel d'Omos semble dépassé et moins intimidant aux yeux de beaucoup. C'est peut-être la raison pour laquelle il a été largement tenu à l'écart de la télévision. La WWE ayant manifestement du mal à lui trouver un rôle adéquat malgré le potentiel du géant nigérian. Mike Knox est un autre « big man » entre guillemets, qui n'est pas entré dans le moule d'un heel menaçant. Mike Knox s'est fait connaître pendant son séjour à la WWE entre 2006 et 2010. Il a été présenté comme le petit ami jaloux et dominateur de Kelly Kelly, qu'il couvrait pendant ses spectacles de striptease et qu'il éloignait des autres catcheurs masculins, en particulier de CM Punk, qu'elle admirait. La jalousie de Knox a conduit à une querelle avec CM Punk,
Mais il était clair que c'était Punk qui était au centre de l'attention, puisqu'il était la star la plus populaire. Après la fin de son séjour à l'ECW, la WWE a reconditionné Mike Knox en tant que heel impitoyable, mais il s'agissait plutôt d'un gimmick de surface. Il a rapidement pris pour cible Rey Mysterio dans ce qui semblait être un moment de starification potentielle pour lui, mais cela n'a finalement abouti à rien, Mysterio l'emportant à la fin. L'un des principaux problèmes de Mike Knox était qu'il était souvent invité à la télévision pour mettre en avant d'autres catcheurs, ce qui faisait de lui un tremplin pour d'autres catcheurs plutôt qu'une force dominante à part entière. En 2010, le séjour de Mike Knox à la WWE a pris fin. Il a ensuite tenté sa chance à l'Impact Wrestling et dans d'autres promotions mineures, mais il est clairement oublié depuis longtemps. Les Monster Heels trouvent de souvent le succès dans le rôle de garde du corps à la WWE, un rôle qui a fait des merveilles pour Kevin Nash. Cependant, lorsque la WWE a tenté cette expérience avec Brodus Clay, cela n'a pas fonctionné, car il n'est jamais apparu comme une menace intimidante. En 2010, Brodus Clay avait l'allure et le comportement d'un débutant prometteur qui semblait destiné à réussir à la WWE. Avec la taille et la force d'un monstre en devenir, beaucoup étaient impatients de voir ce qui allait se passer pour lui. Fin 2011, la WWE a commencé à diffuser des vidéos présentant Brodus Clay comme une force dominante en devenir. Cependant, lorsque ses débuts ont finalement eu lieu, Clay est apparu comme un personnage amusant et dansant, accompagné de ses danseuses, Naomi et Cameron. Il s'agit là d'un contraste frappant par rapport à ce à quoi tout le monde s'attendait. Même si ce gimmick était intéressant et populaire, Brodus Clay, qui pèse plus de 170 kilos, avait le physique pour réussir en tant que heel légitime, mais la WWE a fini par le mettre dans le personnage de Funkasaurus, ce qui a réduit à néant tout l'élan qu'il lui restait. En outre, c'est la WWE elle-même qui a d'abord fait croire à tout le monde que Brodus Clay deviendrait une puissance redoutée. Néanmoins, la promotion a brièvement tenté de transformer Brodus Clay en heel à la fin de 2013, mais rien n'a été fait. Comme nous l'avons vu à de nombreuses reprises à la WWE, les heels excellent souvent dans les jeux d'esprit pour entrer dans la tête des autres. Malheureusement, lorsque la WWE a essayé de faire cela avec Heidenreich, est resté dans l'infamie. Annoncé comme un homme de 6'7", Heidenreich suscitait de grands espoirs lorsqu'il a signé avec la WWE. Il a d'abord été présenté comme un homme mentalement instable et violent, mais au lieu d'être intimidant, il est apparu plus effrayant. Heidenreich intervenait souvent au hasard des matchs, attaquait les fans et récitait des poèmes haineux. Cela a conduit à la fameuse séquence avec Michael Cole, où il a kidnappé Cole, l'a emmené en coulisses, a fermé la porte à clé et a effectué des poussées pelviennes, insinuant qu'il était violé devant la caméra. De toute évidence, les choses étaient allées trop loin pour que Heidenreich puisse se présenter comme un heel intimidant. La WWE a tout de même essayé d'élever Heidenreich en le mettant dans une feud avec The Undertaker, ce qui a été le point culminant de sa carrière. Cependant, la WWE n'a pas réussi à lui proposer d'autres intrigues intéressantes, ce qui a conduit Heidenreich à glisser vers le bas de la mid-card avant d'être libéré en 2006. Surnommé le Human Wrecking Machine, Zeus a connu des débuts monstrueux à la WWE. Un an auparavant, en 1989, la WWE a produit le film No Holds Barred, un film basé sur le catch avec Hulk Hogan dans le rôle principal et Tommy Lister dans le rôle du méchant, Zeus. Zeus jouait le rôle d'un monstre talonneur que Hogan devait vaincre dans le film. Mais lorsqu'il est apparu en 1990, c'était avec le même gimmick que Zeus dans le film. Il était présenté comme un personnage vengeur qui ne pouvait pas séparer la réalité de la fiction et qui voulait détruire Hogan non seulement dans le film, mais aussi dans la vie réelle. Même si la WWE a essayé de présenter Zeus comme un monstre inarrêtable, dans une querelle de haut niveau avec Hogan. Cependant, la rivalité dépendait fortement de la connexion No Holds Barred. Et une fois que le lien promotionnel est arrivé à son terme, le personnage de Zeus s'est rapidement essoufflé. En fin de compte, son apparition n'a pas duré longtemps, parce que les fans de catch savaient qu'il ne faisait qu'incarner le personnage du film et qu'ils ne pouvaient pas le prendre au sérieux. Gene Snitsky est une autre star de l'ère Ruthless Aggression,
qui a complètement raté son coup en tant que menace légitime. L'introduction de Snitsky a été marquée par une querelle avec Kane, alors que ce dernier était marié à Lita. Snitsky fait perdre le bébé à Lita enceinte, ce qui devient la carte de visite de sa carrière. Les promos déclarant « ce n'était pas ma faute » ont fait de Snitsky une blague courante, plutôt qu'un grand homme respecté. Mais comme Snitsky était un catcheur grand et musclé avec une personnalité intense, presque dérangée, la WWE l'a reconditionné avec une bizarrerie. Il a développé un fétichisme des pieds, léchant et sentant les pieds des adversaires qu'il avait vaincus. Les spectateurs étaient plus susceptibles d'être choqués qu'effrayés, et cette gimmick étrange n'a pas permis à Snitsky de s'imposer en tant que heel dominant. En fin de compte, il n'a jamais réussi à s'imposer, et sa carrière à la WWE s'est achevée sur une déception. Vince McMahon a toujours été un grand fan des heels étrangers, et, au fil des ans, la WWE a connu son lot de superstars de ce type. Ainsi, lorsque Vladimir Kozlov a signé avec la WWE en 2006, McMahon a vu en lui un énorme potentiel et l'a établi en tant que Monster Heel. Vladimir Kozlov a fait ses débuts dans le roster principal à SmackDown en avril 2008, sans musique ni vidéo d'entrée, se lançant dans une série de squash matchs. Il a rapidement gravi les échelons et s'est battu pour le titre de champion de la WWE contre Triple H et Jeff Hardy. Kozlov a également connu une longue série d'invincibilité jusqu'à sa défaite contre The Undertaker en mars 2009. Cependant, une fois sa série d'invincibilité terminée, Kozlov a rapidement perdu son élan et la WWE n'a pas su comment maintenir son statut de heel dominant, car il est souvent apparu comme un heel unidimensionnel. En 2010, Kozlov a été associé à Santino Marella, formant un drôle de couple de tag team qui a été joué pour le rire avant qu'il ne soit finalement libéré en 2011. À l'époque de l'Attitude Era, Giant Silva dominait presque tous les hommes et correspondait certainement au type de catcheur qui intéresserait Vince McMahon en raison de sa taille. Cependant, même ses 2,18 m ne le rendaient pas intéressant, et encore moins menaçant. Après avoir pris sa retraite du basketball dans son Brésil natal, la WWE a recruté Giant Silva avec peu ou pas d'expérience dans le catch et l'a intégré à la faction comique The Oddities. La faction n'a pas vraiment été appréciée par les fans et son passage a donc été de courte durée. Avec la fin de l'écurie, la carrière de Silva à la WWE a également pris fin. Une partie du problème était qu'il n'était pas particulièrement agile ou habile sur le ring, et chaque fois qu'il était sur le ring, il était juste un peu trop raide, plutôt que d'être quelqu'un qui pouvait dominer comme Braun Strowman, et il a donc été laissé tomber. Passons maintenant à un autre membre des fameuses Odyssey. Kurgan est entré à la WWE comme beaucoup d'autres monstres, avec une expression vierge et une force de caractère. Il a commencé comme membre de The Truth Commission, et bien que la WWE ait essayé de le positionner comme une force dominante, cela n'a pas duré longtemps car il a fini par tomber dans le même piège comique que de nombreux monstres. Kurgan a rapidement rejoint les Odyssey, une faction connue pour ses costumes et ses chorégraphies farfelues. Inutile de dire que les Odyssey étaient une faction ridicule, et lorsque le groupe s'est dissous, même la WWE a abandonné Kurgan. Que vous vous souveniez de lui sous le nom de Psycho Sid, Sid Justice ou Sid Vicious, il est indéniable que Sid était un grand nom dans les années 90. Du haut de ses 2 mètres, il est l'un des rares catcheurs à avoir remporté 2 titres mondiaux, à la fois à la WWE et à la WCW. En outre, il a été le principal animateur de 2 WrestleMania, la tête d'affiche de Starrcade pour la WCW, et s'est battu avec les plus grands noms de la décennie, notamment Hulk Hogan, Sting, The Undertaker et Goldberg. Mais comme tous les catcheurs de cette liste, le simple fait d'avoir un physique immense ne rend pas automatiquement quelqu'un vraiment intimidant, et Sid ne faisait pas exception à la règle. À l'écran, son personnage avait des moments qui se voulaient effrayants, mais qui finissaient par être drôles. Par exemple, il regardait au loin et affichait des manières étranges qui faisaient rire les fans, et il se trompait souvent dans son texte ou l'oubliait complètement. En outre, Vicious était notoirement problématique en coulisses. Psycho n'était pas seulement un surnom, Sid se battait souvent et avait souvent recours à des armes.
Sa fameuse bagarre sanglante avec Arn Anderson s'est déroulée avec des ciseaux et il a littéralement poignardé Anderson. Il a également eu une altercation avec Brian Pillman qui a conduit Vicious à saisir une raclette et à le défier dans un combat. À propos de Brian Pillman, Vicious lui-même a admis qu'il avait volontairement frappé Pillman à la tête pendant les WCW War Games 1991 parce qu'il en avait assez que Pillman se plaigne et qu'il voulait l'envoyer à l'hôpital. Compte tenu de toutes ces controverses, il n'est pas surprenant que la WWE n'ait jamais choisi Sid Vicious pour devenir le plus grand heel de la promotion, préférant miser sur quelqu'un comme The Undertaker, qui a fait son apparition à la WWE à peu près à la même époque. Malgré un succès considérable en tant que Giant Bernard au Japon, Matt Bloom n'a pas pu reproduire le même succès lorsqu'il est revenu à la WWE en 2012, en tant que Lord Tensei. Ayant déjà combattu à la WWE sous les noms d'Albert et d'Atrin, les fans savaient qui il était, donc lorsqu'il est apparu en tant que personnage japonais Lord Tensei, il y a eu beaucoup de confusion car Bloom n'est pas d'origine japonaise, ce qui a donné un sentiment d'inauthenticité au personnage. Bien qu'il ait vaincu des stars du main event comme John Cena et CM Punk, l'élan s'est rapidement estompé et, moins d'un an après son retour, Tensai a été associé à Brodus Clay et au Funkadactyl, formant Tons of Funk. Désormais appelé Sweet Tea, le groupe est resté ensemble pendant la majeure partie de l'année 2013, se contentant d'une simple présence comique à la télévision. Cependant, les choses se sont finalement bien passées pour Bloom. Après avoir pris sa retraite, il est devenu l'entraîneur en chef du Performance Center de la WWE et joue désormais un rôle important dans l'entraînement et la formation de nombreuses stars actuelles et futures de la WWE au cours de la dernière décennie. Du haut de ses 2,44 m, Giant Gonzalez aurait dû être l'une des figures les plus intimidantes à monter sur le ring. Cependant, bien qu'il ait été déclaré le plus grand catcheur de l'histoire, l'aspect le plus marquant de sa carrière à la WWE a été d'affronter l'Undertaker à WrestleMania 9 et d'être à 2 doigts de mettre fin à la série d'invincibilité du Deadman. Gonzalez, qui portait de manière inexplicable un body à muscles, a fait ses débuts à la WWE lors du Royal Rumble, non pas en tant que participant, mais pour interférer et éliminer l'Undertaker du match, préparant ainsi le terrain pour leur affrontement à WrestleMania 9. Comme indiqué précédemment, pour souligner sa taille et le faire paraître encore plus monstrueux, la WWE a habillé Gonzalez d'un body couleur chair, avec de faux muscles et une zone pelvienne inhabituelle. Cependant, cette tenue s'est avérée plus risible que redoutable. Néanmoins, leur match a eu lieu à WrestleMania 9, et c'est tout simplement l'un des pires de l'histoire de l'immortel. Même si Gonzalez vs The Undertaker n'a duré que 7 minutes et 30 secondes, il a semblé beaucoup plus long. Le match s'est terminé par la victoire de l'Undertaker par disqualification après que Gonzalez ait utilisé du chloroforme pour l'incapacité. Des années plus tard, le Deadman lui-même a partagé ses pensées sur ce match infâme, déclarant « J'aurais dû être sur le ring avec Yokozuna, mais j'étais là. Je ne vais pas citer de nom, mais je vais le faire parce que j'en ai beaucoup parlé et qu'il est décédé de toute façon. Giant Gonzalez. C'était une telle catch. Ce n'était pas sa faute. C'était comme ça. On ne peut faire que ce que l'on peut faire. Je ne pense pas avoir eu un seul bon match avec lui. J'ai essayé. J'ai essayé fort. J'essayais de faire de la salade de poulet avec de la merde de poulet. Je me tuais à la tâche. Il était si limité dans ce qu'il pouvait faire. Il n'avait qu'à m'attraper et à me lancer. C'est incroyable que j'ai survécu aux premières années de ma carrière. Quant à Gonzalez, il ne pouvait tout simplement pas s'adapter en tant que heel naturel et même la WWE a eu du mal à lui trouver une direction. C'est ainsi qu'à SummerSlam de la même année, dans un match Rest in Peace, The Undertaker a finalement remporté une victoire décisive sur Gonzalez, mettant ainsi un terme à leur querelle. Après cette défaite, Giant Gonzalez a été progressivement retiré des programmes de la WWE et a quitté discrètement la compagnie, marquant la fin non seulement de sa carrière à la WWE, mais aussi de sa carrière de catcheur en général.
Que pensez-vous de la vidéo d'aujourd'hui? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.